Voilà. Et merci à Bruno de nous faire le plaisir de nous partager un petit peu son enthousiasme, moi j'espère, sur cette Ariodante de Handel, qui est quand même une œuvre tout à fait remarquable et voire sublime. Bruno, la parole est à vous. Très bien, bien, merci, merci d'être présent pour inaugurer cette nouvelle saison d'opéra avec donc cette Ariodante. Je vais juste supprimer le message que j'ai ici. Voilà, hop, je vous vois, voilà. Donc avec cette Ariodante de Georg Friedrich Händel dans la mise en scène de ce merveilleux metteur en scène canadien qui est Robert Carsen. Donc c'est une production qui date de 2023. C'est la première reprise de cette production et toujours au Palais Garnier. Bien sûr, dans les ors du Palais Garnier, c'est l'idéal, bien sûr, pour Handel, pour un opéra seria. Alors, vous allez en septembre, c'est ça de mémoire, hein. Je ne sais plus quelle est la date. 26, oui. 20 combien? 26. Le 26 Le septembre. 26. D'accord, le 26 septembre. La première aura lieu le 16 septembre. On donne une dizaine de représentations jusqu'au 12 octobre 2025. Alors, c'est une œuvre qui dure 3h55 et qui comprend deux entr'actes. À peu près le format, hein, un opéra seria, généralement, c'est à peu près ça. Alors, Georg Friedrich Händel, je pense que vous connaissez tous, un compositeur absolument majeur du XVIIIe siècle, qui est né en 1685, qui est mort en 1759, qui est d'origine allemande, naturalisé anglais, puisqu'il a fait une grande partie de sa carrière en Angleterre, où il a imposé l'opéra italien, mais aussi, il a écrit des oratorios absolument merveilleux, notamment en langue anglaise. Donc voilà, donc c'est un compositeur qui a fait une grande partie de sa carrière en Angleterre. Et il est surtout connu parce qu'il a écrit des concertos pour orgue, il a écrit des pièces pour clavecin, mais incontestablement, quand on pense à Handel, on pense à l'opéra seria, ses opéras. Il a écrit une quarantaine d'opéras et d'oratorios. C'est sans doute le compositeur le plus symbolique de ce que l'on appelle la période baroque. Et parmi donc ces opéras, oratorios les plus connus, je vais en citer Giulio Cesare par exemple, Ariodante, Alcina, on pourrait citer également Jefta, le Messie, etc. Bon. En tout cas, merveilleux compositeur Kendall qui occupe une grande place au XVIIIe siècle. Alors, parlons plus spécifiquement maintenant d'Ariodante. Alors, il faut se replacer dans le contexte. Nous sommes en 1734. Et depuis 1711, il faut savoir qu'Handel donc, s'est installé en Angleterre et il a écrit de très nombreux opéras, opéras seria en italien, qu'il a créés donc à Haymarket, au King Theatre de Haymarket. Et il se trouve qu'à partir de 1732, il va être chassé du King Theatre de Haymarket par le prince de Galles. Pourquoi? Parce que le prince de Galles va créer une compagnie qui s'appelle Opera of the Nobility, et cette compagnie cherche à damer le pion, si je puis dire, à la compagnie d'Handel, qui est d'une certaine façon la compagnie du roi. Or, le prince de Galles et le roi ne s'entendent pas. Donc, il va créer cette compagnie, le prince de Galles, et il va débaucher tous les grands chanteurs qu'utilisait Handel, et notamment Farinelli, Senesino, qui étaient d'immenses castrats de l'époque. Ils vont chanter dans la compagnie du prince de Galles. Et donc, que va faire Handel? Eh bien, à cette période charnière, nous sommes en 1734, eh ben, notre ami Handel, il est obligé de se réfugier, où ça? Dans une salle nouvellement construite, elle a 2 ans, c'est Covent Garden, qui est maintenant passé postérité, Covent Garden de Londres, et donc il va s'installer à Covent Garden. Et il se trouve qu'à Covent Garden, il y a un certain John Rich, qui est l'impresario, qui est le directeur de Covent Garden, et il a beaucoup de moyens. Et John Rich, lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de proposer des spectacles spectaculaires, justement, dans son théâtre. Et donc, Handel tombe à point au moment où John Rich a certaines ambitions, et en plus de ça, très important, c'est qu'il a attiré dans son théâtre une compagnie de danse. La compagnie de danse de Marie Salé, immense danseuse de l'époque, danseuse française, qui est venue avec sa compagnie s'installer à Covent Garden. Et donc, c'est dans ce contexte très particulier que Ariodante va naître. Alors, comment va-t-il naître? Eh bien, déjà, le livret. Ben, le livret,
C'est une adaptation. Alors, on ne sait pas si c'est Handel qui l'a fait ou un anonyme, mais le livret est une adaptation d'un livret écrit par un immense dramaturge de l'époque qui s'appelle Antonio Salvi. Il avait écrit un livret en 1708 qui s'appelait Ginevra Principessa di Scozia, et ce livret avait été écrit par un compositeur qui s'appelle Giacomo Antonio Perti. Et donc, le livret date donc de 1708. Et c'est ce livret que Handel ou un anonyme va adapter pour Ariodante. Alors, la composition va être assez rapide, puisque Handel va l'écrire à peu près entre août et octobre 1734, fin août, fin octobre 1734, et l'opéra est créé en janvier 1735, donc à Covent Garden, avec un succès pourtant, il a Carestini, qui était un immense, immense castrat de l'époque, mais le succès bon à la première, mais ne perdure pas. 13 représentations, et puis l'opéra disparaît de l'affiche, sans doute cabale, on ne sait pas. En tout cas, l'opéra disparaît de l'affiche. Et il va disparaître de l'affiche pendant 200 ans, puisqu'il Oh, faudra attendre d'abord les années 20 pour une première représentation, mais tout particulièrement la fin des années 50 et la renaissance qu'on appelait la renaissance handélienne, pour que Ariodante soit remis au goût du jour et qu'il devienne l'incontournable que l'on sait. Comment expliquer que cet opéra qui est merveilleux, qui est un opéra absolument sublime de Handel, un des plus grands opéras d'Handel, ait disparu de l'affiche pendant 200 ans? C'est extrêmement compliqué à expliquer. Il n'en demeure pas moins que Ariodante est redevenu l'opéra incontournable que l'on sait que depuis la fin des années 50. Voilà rapidement brossé donc la genèse de d'Ariodante. Alors maintenant, de quoi ça parle? Nous sommes dans un contexte médiéval et nous sommes en Écosse. À noter une chose très importante, c'est que c'était le premier opéra d'Handel, pourtant il composait en Angleterre depuis 1711, qui se passait en Grande-Bretagne, en Écosse, le premier. Tous les opéras précédents ne s'étaient jamais passés dans ce cadre britannique. Je referme la parenthèse. Ça se passe en Écosse. Et nous avons Ariodante, prince Ariodante, qui s'apprête à épouser Ginevra, dont il est amoureux, elle est amoureuse de lui, c'est merveilleux. Il a la bénédiction ariodante du roi d'Écosse, qui veut en faire son héritier. Tout est formidable. Sauf que il y a le duc d'Albanie, Polinesso, le duc Polinesso, amoureux de Ginevra, et très rapidement il va comprendre, dès le premier acte, qu'il n'est pas payé de retour. Ginevra ne l'aime pas. Et Polinesso est furieux. Mais il est furieux pourquoi? Pas parce que Ginevra ne l'aime pas. Il est furieux parce qu'il sait que du coup, la couronne va lui échapper. Sa seule chance d'avoir la couronne, c'était tout simplement d'épouser Ginevra. Et donc, il va vouloir se venger. Or, il va découvrir que la suivante de Ginevra, qui s'appelle Dalinda, est amoureuse et perdue de lui. Elle est amoureuse de Polinesso. Elle va le lui confier. Et que va faire Polinesso? Eh bien, il va utiliser l'amour de Dalinda pour se venger de Ginevra et pour se venger d'Ariodante. Que va-t-il faire? Eh bien, il va dire à Ariodante, tu t'apprêtes à épouser une femme infidèle. Moi, Polinesso, je vais te prouver que Ginevra est une femme inconstante et infidèle, et notamment que j'ai une liaison avec elle. Et alors, Ariodante va assister à une scène qui est la suivante. Polinesso demande à Dalinda de prendre les atours de Ginevra, nuitamment. Nous sommes au deuxième acte, donc en plus, la nuit fait que, on voit pas bien. Elle prend les atours de Ginevra. Polinesso pénètre chez ce qui est censé être Ginevra, mais qui est chez Dalinda. Ariodante est témoin de cette scène, se convainc immédiatement que Ginevra est une femme infidèle et pathétique, il veut se suicider. Sauf que, qui assiste à cette scène? L'Urcanio, qui est le frère d'Ariodante. Et il s'avère que l'Urcanio, il a la particularité d'aimer Dalinda, mais de ne pas être payé de retour. Et l'Urcanio
a assisté à la scène, il voit son frère vouloir se suicider, il lui dit non, non, ne te suicide pas, reste en vie et venge-toi au contraire de l'affront qui t'a été fait. Et donc, Ariodante va renoncer à se suicider, mais il va, enfin, sur le moment, et il va quitter, il décide de, par dépit, de quitter la cour. Du temps passe, et puis nous avons le roi d'Écosse, très heureux de préparer les noces d'Ariodante et de Ginevra. On lui annonce tout à coup que Ariodante non seulement a disparu de la cour, mais qu'il s'est suicidé, qu'il est mort, qu'il s'est jeté de la falaise, qu'on ne retrouve plus son corps, il est donc mort. Le roi est désespéré, mais qui est encore plus désespéré, bien évidemment? Ginevra. Ginevra est malheureuse, elle comprend qu'elle a perdu l'homme de sa vie. Et Polydectes, lui, se réjouit. Il comprend que finalement, le complot est en train de fonctionner à merveille. Tout le monde est tombé dans le panneau. Sauf que, au troisième acte, je vais vite, nous apprenons que notre ami Ariodante n'est pas mort. Il est dans la forêt, il a renoncé finalement, il a sauté dans l'eau, mais il en est ressorti. Et donc, il est dans la forêt, et sur qui tombe-t-il? Il tombe sur Dalinda. Dalinda qui est en fuite. Pourquoi elle est en fuite? Parce que Polynesso sait que c'est un témoin gênant. Il veut donc tuer Dalinda. Il a demandé à des sbires de la tuer. Ariodante arrive au bon moment, sauve Dalinda. Et que va faire Dalinda? Elle va avoir besoin de se confesser et d'avouer, bien sûr, à Ariodante tout le complot, tout le stratagème de Polynesso. Entre-temps, que s'est-il passé? Eh bien, le roi, puisque donc il pense que c'est sa fille, parce que c'est l'Orcagno, j'ai oublié de vous dire que l'Orcagno a dit au roi, il a reçu une lettre, il a dit, elle est traîtresse, Ginevra, c'est la faute de Ginevra, si mon frère s'est suicidé, je veux justice, je veux que la justice me soit rendue. Moi, de mon côté, je vais défendre l'honneur de mon frère, quitte à ce que quelqu'un défende l'honneur de votre fille, mais je le combattrai en combat singulier. Et donc, le roi a rejeté sa fille, mais il attend désespérément que quelqu'un veuille bien défendre l'honneur de sa fille. Or, qui va défendre son honneur? Polynesso. Et Polynesso, c'est très habile. Pourquoi c'est très habile? Parce que si Dieu décide, juge, lui sait qu'il défend la noble cause, Polynesso, puisque Ginevra a été accusée à tort. Donc il va tuer Lurcagno, puisque Lurcagno défend son frère contre Ginevra, et Ginevra est innocente. Donc Polynesso se dit qu'il va vaincre tout simplement Lurcagno. Donc il est extrêmement habile, extrêmement habile. Le combat a donc lieu entre d'un côté Polynesso, qui s'est fait le chantre, le défenseur de Ginevra, et de l'autre, Lurcagno. Et que va faire Dieu pourvoit? Qui va mourir? Polynesso, parce qu'il reste quand même un traître, un comploteur. Lurcagno tue Polynesso. Mais le roi est désespéré. Le défenseur de sa fille est mort. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va devoir condamner à mort sa fille. Dieu a jugé. Sauf que, qu'est-ce que fait le roi du coup? Il propose de se substituer à Polynesso et de se battre face à Lurcagno. Il ne veut pas en démordre, il est convaincu intérieurement que sa fille n'est pas coupable. Il a donc décidé de se battre face à Lurcagno. Sauf qu'entre-temps, Ariodante est arrivé. Il a tout su, il révèle le poteau rose, et donc, bien évidemment, l'opéra se termine par un lieto fine, puisque tout se sait, le traître Polynesso est mort et il a même avoué son crime, et donc, Ginevra, qui, malheureuse, avait d'une certaine façon basculé dans la folie, va recouvrer d'une certaine façon la raison et va pouvoir épouser l'homme qu'elle aime, c'est-à-dire Ariodante. Et parallèlement à ça, Dalinda, toute contrite, va de nouveau se rapprocher de Lurcagno en comprenant que finalement Lurcagno est un homme bien, qu'elle s'est trompée par rapport à Polynesso. Et donc, ce sont deux couples qui vont se former, Ariodante et Ginevra d'un côté, et Lurcagno et Dalinda de l'autre. Et tout se termine par des danses et des chants. Voilà, le lieto fine d'Ariodante. Alors, quelques mots
sur d'abord l'adaptation, parce que c'est passionnant de voir de quelle façon Ariodante a été donc adapté. D'abord, comme je vous l'ai dit, l'origine, c'est quoi? C'est donc un texte de Antonio Salvi. Antonio Salvi, il faut savoir, c'était un poète et c'était le médecin de Ferdinand de Médicis. Il était à la cour de Pratolino, donc pendant la Renaissance, et donc c'est à la cour de Pratolino que Salvi et Perti ont créé en 1708 l'opéra Ginevra Principessa di Scozia. Et donc, euh, Salvio s'est appuyé sur quoi pour écrire son livret en 1708? Il s'est appuyé sur une source qui est une source littéraire tout à fait remarquable, qui est le Rolando Furioso de Ah. l'Arioste, de cet immense poète de la Renaissance italienne qui est l'Arioste. Alors il faut savoir une chose, c'est que Handel donc donc Salvio puise dans le Rolando Furioso. Handel, c'était pas la première fois, puisqu'il avait écrit en 1733 un opéra qui s'appelait Orlando, et après Ariodante, il écrira un opéra qui s'appelle Alcina, une sorte de trilogie basée sur le Rolando Furioso de l'Arioste. Je referme la parenthèse. Donc, l'Arioste s'est appuyé sur les poèmes 4, 5 et 6 de cet immense poème épique qui est le Orlando Furioso de l'Arioste, sur les poèmes 4, 5 et 6. Alors, ce n'est pas la première fois que cette source est utilisée, c'est-à-dire ces chapitres 4, 5 et 6. Il faut savoir par exemple que Shakespeare, en 1600, dans beaucoup de bruit pour rien, va utiliser la même trame. C'est certes une trame secondaire dans beaucoup de bruit pour rien, mais c'est la même trame que celle d'Ariodante, à savoir que Héro et Claudio sont séparés par donc un complot mené par un certain Don Juan. Et donc, du coup, on a véritablement un parallèle entre les deux intrigues. Donc, c'est intéressant de voir que Shakespeare a utilisé cette intrigue dans son Beaucoup de bruit pour rien. Intrigue certes secondaire, mais quand même, il utilise cette intrigue. Je referme la parenthèse. Donc, Salvio utilise donc les chapitres 4, 5 et 6 du Rolando Furioso de l'Arioste. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont il va utiliser ce poème. C'est-à-dire, il va transformer les points de vue des personnages, il va transformer les profils psychologiques, et il va également utiliser aussi, il va transformer la hiérarchisation des personnages. Il faut savoir que chez l'Arioste, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'origine, nous avons le héros Rinaldo, Renaud en fait, qui est un chevalier franc, et qui se bat pour Charlemagne, c'est un donc chevalier de Charlemagne. Renaud vit dans le poème de l'Arioste une rivalité amoureuse donc, avec Roland. Tous les deux aiment la même femme, Angélique. Et il se trouve que Renaud, il a une sœur Bradamante qui est amoureuse d'un prince sarrasin qui s'appelle Roger et qui va tomber sous la coupe d'une fée qui est Alcina et qui donnera du coup le Alcina de Handel. Et donc, du coup, dans le contexte du poème, donc du chapitre 4, 5 et 6, que se passe-t-il? Chez l'Arioste, nous avons Rinaldo, le personnage de Rinaldo, qui débarque en Écosse. Et là, il va tomber sur Dalinda. Et Dalinda va lui raconter l'histoire que l'on va voir sous nos yeux, va lui raconter l'histoire, sa relation avec le duc d'Albanie Polinesso et cette histoire d'amour troublé entre Ariodante et Ginevra. Mais chez l'Arioste, les deux personnages principaux, ce sont Dalinda et Polinesso. Et Polinesso chez l'Arioste n'est pas le personnage noir que ensuite Salvio en fera. C'est un personnage qui est beaucoup plus romantique et qui aime profondément Ginevra. Alors que dans l'opéra de Handel, on le voit, ça n'est pas le cas. Et donc du coup, les deux personnages centraux chez l'Arioste, c'est Dalinda et c'est Polinesso. Que va faire Salvio? Eh bien, Salvio, il va changer la hiérarchie. Il va développer les personnages qui étaient des personnages secondaires chez l'Arioste, c'est-à-dire Ariodante, Ginevra, le roi d'Écosse. Il va considérablement également développer le rôle de Lurcagno, qui joue un rôle central, puisque, un, il devient l'amant de Dalinda,
ce qui n'existait pas chez Larios. Donc, que fait Salvio? Il crée un couple qui est un contrepoint au couple entre Ariodante et Ginevra, ce qui est très habile. L'Urcagno, il est aussi témoin de la machination au début du deuxième acte, et il est également le bras vengeur de son frère, qui tue Polinesso. Ce développement du personnage de l'Urcagno, on le doit à Salvio, pas à l'Arioste. Et puis, dernière transformation de Salvio qui est absolument fondamentale, le personnage de Polinesso. Le personnage de Polinesso devient un personnage noir, comploteur. Il n'y a rien à sauver chez lui. Et c'est rarissime dans les opéras de Handel de voir un personnage aussi méchant, aussi monolithique. Et c'est si vrai d'ailleurs qu'il y a un air au deuxième acte qui est absolument saisissant où Polinesso se confie au public dans une forme de credo où il dit en gros, finalement, puisque le bien ne me rapporte rien, je simplifie, et que le mal fonctionne, eh ben, faisons le mal. C'est un credo saisissant et qui anticipe d'une certaine façon, si on réfléchit bien, le credo de Iago dans l'Othello de Verdi, saisissant écrit par Boito, qui n'est pas chez Shakespeare, le credo de Iago. C'est exactement la même chose, une âme noire qui se confie au public. Donc vous voyez bien à quel point Salvio a transformé en quelque sorte les perspectives de l'intrigue proposée par l'Arioste. Conséquence de ça, sur les 40 airs que Salvio a écrits pour Perti, la plupart des airs sont interprétés par par un, les deux femmes en fait, Dalinda et par Ginevra. Chez Salvio et chez Perti, les deux personnages qui tirent leur épingle du jeu vocalement parlant, c'est Dalinda et c'est Ginevra. Les autres personnages étant légèrement rentrés au niveau du nombre d'air. Alors là maintenant, vous allez me dire qu'en fait Handel? Parce qu'il y a non seulement une adaptation entre l'Arioste et Salvi, mais il y a également, bien sûr, une adaptation entre soit Handel, soit un anonyme qui a collaboré avec Handel, et le livret final de l'opéra. Quelles sont ces adaptations, cette nouvelle couche d'adaptation? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Handel va s'appuyer globalement sur la structure de Salvi. Il va être extrêmement fidèle. Il va garder la plupart des airs. Sur les 40 airs, il va en garder 29. Donc, globalement, une grande partie des airs. Donc, il va élaguer le reste, il va les supprimer. Ce qu'il va faire aussi, et ce qui apporte une originalité à l'opéra, et ça c'est le style Salvi, c'est qu'il va conserver l'irrégularité des strophes au sein des airs. C'est-à-dire que parfois on a des quatrains, parfois on a des tercets, etc. La forme des airs est extrêmement irrégulière. Autre élément aussi qui est très intéressant qu'il va garder, qui est une grande originalité pour l'opéra seria, c'est qu'il va garder des airs qui sont écrits au sein de scènes. Alors que dans la grande tradition de l'opéra seria qu'on trouvera chez Métastase, les grands airs de bravoure sont écrits à la fin des scènes. Pourquoi? Parce que ça permet bien évidemment au personnage de faire étalage de son talent et ensuite de sortir de scène. Généralement, les grands airs de bravoure sont écrits en fin de scène. Et bien là, l'originalité, vous verrez quand vous irez entendre Ariodante, c'est que vous avez des airs qui sont insérés dans la scène. Immense originalité que l'on doit à Salvi, capital. Pourquoi Salvi? Parce qu'il a cette originalité, ce côté anticonventionnel qui précède toutes les conventions qu'imposeront Métastase par la suite au cours du XVIIIe siècle. On garde encore chez Salvi une très grande originalité que l'on ne trouvera plus par la suite. Donc ça, c'est absolument capital. Donc Handel garde la forme des airs. Il garde une grande partie des airs. Il en résulte quoi de tout ça? Alors, par contre, il va aussi, c'est très important, modifier la hiérarchie des personnages. Une nouvelle fois, la hiérarchie des personnages. C'est-à-dire que Salvi avait déjà modifié la hiérarchie par rapport à l'Arioste, et Handel va retravailler cette hiérarchie. Il va exaucer, si je puis dire, faire s'élever Ariodante, qui va devenir le personnage, un des personnages centraux. Il va en faire son héros. Il va également développer le rôle de Ginevra.
et les autres personnages, eux, vont descendre, que ce soit Polinesso, Dalinda et les autres. Donc il y a un retravail. Déjà, Salvi avait travaillé sur la hiérarchisation des personnages et Handel retravaille cette hiérarchisation pour arriver au final à un couple vedette, Ariodante Ginevra, et des personnages qui certes sont importants, mais sont au niveau du nombre d'air des personnages qui sont secondaires. Donc ça, c'est capital. Qu'est-ce que ça donne au final? D'un point de vue, avant d'aborder la musique, d'un point de vue dramaturgique. Eh ben, on obtient, grâce à Salvi, il faut quand même le dire, puisque Handel a été extrêmement fidèle à Salvi, on obtient sans doute la structure dramatique la plus efficace des opéras de Handel. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la structure est linéaire. Les personnages sont liés. L'Orcagno aime Dalinda, qui aime Polinesso, qui aime Ginevra, qui aime Ariodante. Simple. Un complot pour casser cette chaîne par Polinesso, le personnage noir. C'est tout. Pas de digression, pas d'éléments magiques, pas d'éléments divins qui interviennent pour noyer le poisson, pour créer des digressions, pour créer des seconds, des troisièmes plans. On est dans une structure aristotélicienne, une structure extrêmement rationnelle, avec une unité quasiment de temps, de lieu, d'action dans l'esprit du théâtre classique français du XVIIe siècle. Tout ça est parfaitement unifié, les péripéties s'enchaînent de façon extrêmement harmonieuse. Ça, c'est absolument capital. Autre élément qui est très important, vous constaterez que dans les trois actes, le premier acte se situe de jour, le deuxième acte se situe la lune qui se lève de nuit, et le troisième acte se situe entre ombre puis lumière. Pourquoi? Capital. Parce qu'il y a une symbolique. Il y a une symbolique à trouver dans cette organisation de la temporalité. Quelle est la logique? Ben, le XVIIIe siècle, c'est quoi? C'est le XVIIIe siècle des Lumières. C'est le XVIIIe siècle de la raison. Très clair. Et ce XVIIIe siècle de la raison, qu'est-ce qu'il dit? Il renoue avec les anciens, avec les Grecs, avec le mythe de la caverne de Platon, avec le mythe d'Orphée. Et qu'est-ce que nous dit cette mythologie? Ben, elle nous dit tout simplement que il faut se méfier des sens trompeurs. Seule la raison nous conduit à la salvation, nous aide à sortir de nous-mêmes, à nous structurer et à trouver la lumière. Je ne sais pas si cette thématique vous dit quelque chose, mais je vous en avais parlé dans Castor et Pollux de Rameau. Or, comme par hasard, Castor et Pollux, c'est 3 ans après Ariodante. 1738, Ariodante, c'est 1735. Nous sommes au cœur de l'intrigue. Et comment, du coup, analyser ce passage de l'ombre, de la lumière à l'ombre? Eh bien, comme je vous l'avais analysé dans Castor et Pollux. À savoir que, quelle est la faute d'Ariodante? Quelle est la faute de l'Urcagno? Quelle est la faute du roi d'Écosse? Ben, ce sont des personnages qui ont cru à une fausse vérité parce que les sens les ont trompés. La lune aussi sans doute, l'obscurité. Et tout de suite, ils ont basculé vers le faux, vers l'erreur. Ils ne se sont pas laissés guider par la raison. La conséquence de ça, les passions trompeuses, eh ben, il est nécessaire qu'ils traversent une épreuve, qui est l'épreuve symbolique de la mort. Au deuxième acte, qui est sans doute chez Handel l'acte le plus sombre, le plus uniformément dramatique, de la première à la dernière note. Nous n'avons que des lamenti, dont le plus beau étant Scherza in Scida d'Ariodante. Tous ces personnages qui vivaient au premier acte passent par l'expérience de la mort symbolique, volonté de suicide, de mort, pour qu'au troisième acte, quand ils comprennent leur erreur, ils retrouvent la lumière, le passage, le mythe d'Orphée. C'est ça la signification d'Ariodante, ce passage de la lumière à l'ombre, puis de nouveau à la lumière. Il y a donc une dimension initiatique et morale dans
le parcours de tous ces personnages. Donc c'est une œuvre passionnante à plus d'un titre, et je le répète une nouvelle fois, il n'y aurait pas la grandeur de ce livret s'il n'y avait pas au départ, malgré l'adaptation Kendall ou un anonyme en a fait, le génie de Salvio. Très important de le préciser. Alors maintenant, musicalement, qu'est-ce qu'en fait Handel? Bah, Handel reste Handel. Donc, il va reprendre, bien sûr, les codes de l'opéra seria. Rien de très nouveau là-dessus. Alors, après, ce qui fait quand même l'originalité d'Ariodante, c'est que c'est une œuvre qui est très diverse, qui a des tonalités très diverses. Certains observateurs vous diront c'est un opéra héroïque. D'autres vous diront il y a des éléments de pastoral, et c'est vrai qu'il y a des éléments de pastoral. D'autres vous diront c'est d'une certaine façon une tragédie lyrique à la française. Oui, il y a des éléments de tragédie lyrique, on va y revenir, très inspirés notamment du Attis de Lully. Et puis, d'autres vous diront c'est un drama classique hein, que on pourra trouver ensuite qu'on peut trouver chez Métastase. Donc, tout ça fait que c'est une œuvre extrêmement diverse. Autre élément qui est très important, l'originalité, c'est que si Handel reprend les codes de l'opéra seria, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va apporter? Là encore, grâce au travail de Salvio, au livret originel de Salvio. Un, on observe que les récitatifs sont extrêmement limités. Fascinant. J'ai réécouté l'œuvre le week-end dernier. Vous regardez les récitatifs, en dehors de deux ou trois passages explicatifs où les récitatifs sont légèrement développés, sinon, les récitatifs sont extrêmement courts. Aussi bien les récitatifs secs, il y a aussi des récitatifs accompagnés. Les récitatifs accompagnés à l'orchestre sont isolés au deuxième acte et ils correspondent à une scène bien spécifique de Ginevra. Donc, on coupe sur les récitatifs. Deuxièmement, on développe les duos. Quatre grands duos, dont un avec chœur, dans Ariodante. Dans l'opéra seria, il n'y a pas souvent beaucoup de duos, il y en a quatre. Autre originalité, il y a, je vous l'ai dit, de la danse. Et oui, pourquoi il y a de la danse? La présence de Marie Salé à Covent Garden. Donc, on travaille dans la continuité, on s'inspire de l'exemple de la tragédie lyrique à la française. La spécificité de l'opéra d'Handel, c'est que chaque acte se termine par des divertissements, dansés et chantés. Très grande originalité dans l'opéra, dans les opéras d'Handel. Donc on voit qu'il y a une grande originalité dans cette approche, dans le travail qui est fait sur la forme sur la forme dramatico-musicale. Après, on retrouve le génie handelien au niveau de l'orchestre. Une quarantaine de musiciens, un sens merveilleux de la mélodie qu'on retrouvera dans les airs, mais aussi de l'instrumentation, de la coloration instrumentale. Handel n'a pas son pareil pour colorer son orchestre de façon extrêmement subtile et on peut multiplier les exemples à l'envie. Par exemple, on a un air du roi d'Écosse au premier acte accompagné par deux corps. Grande originalité pour l'époque. Le corps éminemment symbolique, nous nous trouvons en Écosse. Les trompettes, par exemple, à la fin du troisième acte, qui accompagnent les réjouissances. Nous avons également aussi, dans le Scherza in Fida, qui est un chef-d'œuvre absolu de Lamento, écrit pour Ariodante au début du deuxième acte, un accompagnement, un agencement qui est très original. Vous avez des pizzicati de violoncelle, vous entendez la scansion, les pizzicati de violoncelle, et sur ces pizzicati de violoncelle, vous avez basson, et vous avez un dialogue entre les bassons et les cordes aiguës, que ce soit les violons ou les altos, qui sont en plus en sourdine, précision d'Handel, en sourdine. On a donc cette composition très originale qui permet d'apporter une intimité et en même temps une immense poésie et aussi une mélancolie au passage donc cité. Et puis on a un autre exemple, mais on en aurait des tas. Vous avez par exemple l'ouverture du deuxième acte, ce que j'appelle l'ouverture, la petite symphonie, l'ouverture, le prélude qui nous décrit le lever de la lune. Magnifique, superbement orchestré par Handel. Donc vous l'aurez compris, l'orchestre handelien, comme souvent, est d'une très grande expressivité, d'une très grande théâtralité et surtout d'une immense poésie. Alors vous me direz, Handel, c'est l'orchestre, et puis bien évidemment, ce sont les voix.
Oh, absolument capital. Or, qu'est-ce qu'on observe? Ben, on observe que, là encore, dans le choix d'Handel, et il s'appuie, je le répète, sur Salvio, il y a une très grande variété. Certains considéreront, j'en fais partie, que parfois les opéras seria, c'est une succession d'airs un peu mécaniques et souvent des airs de bravoure. Alternance, lamenti, airs de bravoure, qui sont souvent longs. Principe des airs da capo, vous savez, le principe de l'air da capo, c'est une section en trois parties, une section A, une section B, et la troisième section, c'est une reprise de la section A plus ornementée. C'est le principe de l'aria da capo. La plupart des airs écrits pour Ariodante sont da capo, sauf que l'originalité, c'est quoi? C'est que il y a des airs de différentes longueurs. Il y a des airs qui sont extrêmement courts, auxquels Handel ne nous a pas habitués. Il y a un air de Dalinda qui fait 2 minutes, ce qui est rarissime dans l'opéra seria. Vous avez l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler des ariosi, pas des airs, des petits airs, sous forme de sicilienne, sous forme de romance aussi. Il y a deux romances dans l'opéra Ariodante, et là on voit l'inspiration française, la romance, style français. Bon, Sur ce type. donc des airs courts qui permettent justement quoi? De faire avancer l'action. Alors certes, il y a des airs longs, il y a des airs de bravoure, il y a des lamenti absolument admirables, mais vous voyez, on joue beaucoup sur la variété de la forme et sur la longueur. Je pense que ça vous frappera quand vous irez écouter Ariodante. De vous dire, ah ben oui, c'est vrai, ben cet air, il dure 3, 4 minutes, 5 minutes, ce qui est court pour un opéra seria. Généralement, on s'attend à de grands airs, 7, 8 minutes, 10 minutes, etc. C'est pas véritablement le cas. Alors certes, vous avez Ariodante qui a un air de bravoure au premier acte, qui en a un ou deux, je crois, au troisième acte. Vous avez Polinesso qui a aussi des airs de bravoure, c'est le méchant. On souligne donc à travers la virtuosité, c'est vrai. Mais, je le répète, il n'y a pas que ça. Et donc, vous avez ce sentiment, ce que je disais tout à l'heure, que inexorablement, l'action avance sans perdre son temps. Et que quand Handel prend son temps, il le prend par nécessité, parce qu'il veut exprimer une passion, le développement d'une passion. Mais sinon, il ne s'attarde pas. Ça, c'est absolument capital de le comprendre. Et puis il y a de grandes originalités. Je vous donne un exemple sur une construction dramatico-musicale qu'on ne trouve pas souvent dans les opéras. Dans Ariodante, vous le trouvez. Fin du deuxième acte. Vous avez Ginevra qui apprend que Ariodante, elle pense qu'il est mort. Scène tragique qui pourrait faire penser de façon anticipée à du Gluck. On est dans la scène tragique. Et pour souligner cette scène tragique, dialogue entre Ginevra et Dalinda, qu'est-ce qu'on a? On a un récitatif accompagné à l'orchestre, saisissant, qui fait un sort à chaque mot pour bien souligner la dimension du drame. Et puis tout à coup, on a l'air de Ginevra, un lamento qui fait écho au lamento au début du deuxième acte d'Ariodante. Merveilleux lamento. Et puis qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un divertissement. On bascule sur la scène des songes. Elle est dans un cauchemar, on va traduire le cauchemar de Ginevra, où des songes bienveillants sont face à des songes malveillants, ils s'affrontent, etc. On a toute une scène chorégraphiée, une scène de danse, un divertissement. Et on se dit, l'acte va se terminer là. Que nenni, dirait l'autre. Car ça se termine sur quoi? Ginevra se réveille, elle dit 4 vers, en récitatif accompagné. 4 vers. Et puis, le rideau tombe, c'est la fin du deuxième acte. Un final comme on n'en voit jamais à l'opéra seria. Il faudrait vérifier, en tout cas, mais si ça existe, il faudrait me dire quels sont les opéras qui se terminent comme ça. 4 vers et le rideau tombe. Immense originalité, si besoin était, démontrée de cet opéra, de cette originalité qui apporte énormément de relief et une très grande vérité théâtrale et dramatique. Dernier élément que je voudrais souligner, c'est les tessitures, le choix des tessitures. Puisque à l'origine, le personnage d'Ariodante est un personnage travesti. C'est un personnage d'homme chanté, enfin, chanté par une femme. À l'origine, il était chanté par un castrat. Je vous l'ai dit, c'était Carestino qui a chanté le rôle à la création.
Mais la tradition veut, au XXe siècle, la plupart du temps, on propose une mezzo-soprano pour chanter le rôle d'Ariodante, rôle travesti dans la tradition chérubin, etc. L'Opéra de Paris ne fait pas exception à la règle, puisque nous distribuons dans le rôle d'Ariodante une mezzo-soprano. Donc c'est important de le préciser. Rappelons aussi que le personnage de Polinesso est un personnage, le personnage de méchant est chanté par un haut de contre, un contre-ténor, donc une voix extrêmement aiguë. Ginevra est chantée par une soprano comme Dalinda, l'Urcagno est chanté par un ténor, et voilà, et le roi d'Écosse est chanté par une basse. Et puis il reste Odoardo, qui est le secrétaire du roi d'Écosse, qui est chanté par un ténor. Voilà globalement ce qu'on peut dire du Ariodante de Handel. Donc vous l'aurez compris, c'est un opéra passionnant, merveilleusement écrit au niveau du livret, donc passionnant au niveau du contenu, et puis qui musicalement parlant, bien sûr, est une des très grandes réussites d'Handel. Pour moi, le deuxième acte m'a absolument, j'avais perdu, je ne l'avais plus dans l'oreille, m'a absolument fasciné. C'est un lamento, les personnages, comme je l'ai dit tout à l'heure, descendent symboliquement dans la tombe pour remonter à la surface au troisième acte. Et tout le long du deuxième acte, grâce au génie musical de Handel, on sent merveilleusement bien justement cette dimension-là, c'est-à-dire cette dimension sombre, cette dimension désespérée et l'inspiration mélodique et l'inspiration thématique de Handel a rarement été aussi riche. Voilà. Donc c'est un opéra absolument formidable sur le plan du livret et sur le plan de la musique. Alors maintenant, qu'est-ce que Robert Carsen en fait? Alors on connaît Robert Carsen. On sait combien c'est un immense metteur en scène qui toujours très élégant. L'approche de Carsen est toujours d'une immense élégance, a toujours un souci de coller au texte, de développer pas trop de thèmes pour éviter de s'y perdre, un ou deux thèmes pour être profondément cohérent et pour permettre aux spectateurs de s'y retrouver. Une très grande cohérence dans l'approche dramaturgique et dans l'approche musicale. Et Ariodante ne fait pas exception à la règle. D'abord, il convient de noter que Carsen a monté Alcina à Garnier. Ensuite Ariodante. Très intéressant puisque ça fait partie, si je puis dire, de la trilogie Handel-Arioste. Donc c'est intéressant de se dire que c'est le même metteur en scène qui aura monté Alcina puis Ariodante. Et d'ailleurs, quand vous découvrirez la mise en scène, vous verrez qu'il y a de nombreux points communs, incontestablement, entre l'esthétique d'Ariodante et l'esthétique d'Alcina pour ceux qui ont vu Alcina. C'est incontestable. Il y a deux grandes idées, d'ailleurs, qui sont corollaires chez Carsen dans sa mise en scène d'Ariodante. Première idée, très simple finalement, qui est de dire, voilà, ça se passe en Écosse, ça se passe dans un château, il n'y a rien de scandaleux, on est cadre médiéval. Imaginons une transposition dans une Angleterre moderne et imaginons que le château, ce soit le château de Balmoral et que les personnages que nous voyons évoluer devant nous sont des personnages qui pourraient faire penser à la famille royale britannique. Première idée qu'il va développer tout au long de son opéra. Donc on va retrouver des indices, des codes, des symboles qui renvoient bien sûr à la famille royale britannique. Voilà. Il y a des photos, notamment sur le bureau du roi d'Écosse, qui sont assez amusantes. Il y a même une photo, à un moment, si on regarde bien, d'Angela Merkel. Enfin, on voit aussi la reine Elisabeth. Enfin, voilà. Il y a des détails comme ça qui sont assez croustillants. Mais tout ça, vous verrez, le décor est d'une immense élégance, qui est un décor assez abstrait d'ailleurs, qui est un décor de château, mais avec un décor, on voit bien, qui est assez sobre, qui représente justement la façade d'un château, l'intérieur d'un château. Mais souvent, Carsen utilise un décor un peu néoclassique. Dans Alcina, c'était un décor d'appartement haussmannien qui faisait penser à un appartement haussmannien. Là, on n'est pas très loin. On voit bien que c'est un décor de château, mais il y a quelque chose d'assez néoclassique là-dedans, de très structuré, de très rationnel. Enfin voilà. Avec, bien sûr, aussi des détails qui montrent qu'on est en Écosse. Donc, bien sûr, alors il y a des trophées de chasse.
la chasse omniprésente, mais aussi, bien sûr, tout ce qui est le tartan, par exemple, l'omniprésence du tartan, les tenues écossaises, etc., etc. Enfin voilà, on est résolument dans un décor écossais, mais ancré à l'époque, à l'époque contemporaine. Voilà. Aussi simple que ça, on s'y retrouve parfaitement, aucune difficulté. Mais il y a une deuxième idée qui est très intéressante et qui conditionne le final de l'opéra. Je ne vous dis pas le final, allez, je ne vais pas dire le final, vous le découvrirez. Mais il y a donc un deuxième élément qui est l'omniprésence de la presse. Pourquoi utilise-t-il la presse à scandale? Parce que, bien sûr, l'histoire d'Ariodante, de Ginevra, de Polinesso pourrait prêter à scandale. Donc c'est bien d'aller grécher la presse à scandale, d'autant plus qu'on sait qu'elle est très liée à la famille royale britannique. Mais l'idée, elle est autre. Elle n'est pas seulement là. Elle est dans l'idée de la chasse. À savoir que, de même que la chasse est omniprésente dans ce décor de château, il montre que la famille royale britannique est devenue la proie des journalistes. Que, en fait, ici, il y a aussi un chasseur et une proie, un deuxième niveau, qui est celui du média, des médias omniprésents et des personnages qui sont censés symboliser la famille royale. Donc ce parallèle est extrêmement habile. Alors il n'utilise pas de façon systématique parce qu'il est génial, Carsen, donc il ne va pas s'amuser toutes les scènes à montrer les journalistes. C'est pas le but. Mais du coup, ça a une incidence sur le final. Je ne vous en parle pas, vous le découvrirez, mais un final très original et qui fait que du coup, il a changé la fin, très symbolique. À la fin, normalement, vous avez un divertissement dansé. C'est le seul divertissement qu'il ne va pas respecter. On va entendre la musique, mais il n'y aura pas de danse. Voilà. Parce que pour permettre à Carsen de proposer une image assez symbolique et je trouve d'une très grande pertinence pour clôturer l'opéra. Je ne vous en dis pas plus. Sinon, pour le reste, tout est respecté, les divertissements, les musiques, etc. Il n'y a pas de problème. Il y a de la danse. C'est Nicolas Paul qui chorégraphie, Nicolas Rapol qui est sorti de l'école de danse de l'opéra, qui a même été sujet donc de l'Opéra de Paris et qui est depuis 2001 également chorégraphe. Voilà. Donc c'est lui qui chorégraphie toutes les scènes de danse d'Ariodante. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que, on passe à la distribution et que je vous propose un extrait de cette formidable production? Dernière chose que j'ai oublié de vous dire, vous constaterez que le décor, le fond est vert, parce que ce qu'explique Carsen, c'est que comme il y a une dimension pastorale, ça lui permettait d'une certaine façon de mélanger l'extérieur et l'intérieur symboliquement. C'est-à-dire dire en gros qu'on n'est pas seulement dans un intérieur, mais que parfois on a des envolées poétiques à l'extérieur, comme par exemple au troisième acte, le début du troisième acte qui se passe en forêt, etc. Il y a même un moment, une scène de pique-nique au premier acte. Voilà. Donc c'est histoire de donner l'illusion qu'on est également dans un cadre champêtre. Donc vous verrez que le décor est habillé d'une couleur qui est à dominante de vert. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je vous dis avant qu'on ne passe à la distribution et à un extrait de cette production. Les uns et les autres, avez-vous des questions? C'est plutôt sur la distribution, parce que j'avais vu euh, Ariodante, mais c'est essentiellement, je pense notamment à celui de 2007, et c'était trois femmes. Parce que j'avais Oui. noté Angelica Kirchklager, Vivica Genot, Daniel Denez. Donc je suis un Mhm. peu perdue sur les personnages, les chanteurs comme Polinesso. Alors qui chantait Polinesso dans cette distribution-là? Ah, alors je ne sais, je n'ai pas peut-être Vivic, peut-être. Alors il y avait qui vous m'avez dit? Il y avait Denis. Angelica Kirchklager. Oui. Donc, que chantait-elle, je ne sais pas. Daniel Denise, Oui, d'accord. voilà, et Vivica Genot. Alors parce que Vivica Geno, c'est une virtuose, c'est une incroyable virtuose, Geno. Kirchschlager est moins dans la virtuosité. Donc je réfléchis. Le rôle de Polinesso est un rôle très ardu, hein. Il est extrêmement périlleux. Peut-être, mais je ne l'assurerai pas. Peut-être Geno était peut-être Polinesso à ce moment-là.
Ouais, peut-être. d'accord. Peut-être que c'était Polinesso. Mais je ne l'assurerai pas. Je ne peux pas vous dire. Et en Là, au 2011, moins, là, oui, l'avantage, si vous voulez, c'est que bon, Polinesso, c'est un contre-ténor. Donc là, on arrive à quand même oui, identifier assez bien les personnages. Alors, on a dans la distribution, puisqu'on arrive à la distribution, on a d'abord, alors oui, on va parler d'abord de la distribution. On a dans le rôle de Dario Dante, c'est une mezzo italienne qui s'appelle Cecilia Molinari, qui fera ses débuts à l'Opéra de Paris, mais qui connaît très bien le rôle d'Ario Dante, et notamment qui vient de le chanter en juillet dernier au Festival de Martina Franca, et qui a triomphé. Je vous donne par exemple, vous voyez là, j'ai pris la critique de Forum Opéra qui dit la chose suivante à propos de Cecilia Molinari, qui donc chante le rôle d'Ariodante, disent Cecilia Molinari avait déjà chanté le rôle à Lisbonne, l'a-t-elle mûri depuis? En tout cas, sa prestation a été éblouissante, de sûreté technique et s'insérant dans la continuité musicale d'une justesse émotive bouleversante. L'appel du public a été tel que le chef lui a accordé le bis de la dernière reprise, encore plus orné et confirmant l'excellence où elle plane désormais. Je n'irai mm, pas plus loin dans la critique, mais on voit déjà le côté dithyrambique de la critique. Donc voilà, donc c'est vraiment une artiste qui connaît très bien le rôle d'Ayordante et qui vient de le chanter. Alors, je vais vous proposer, pour développer, pour décliner la distribution, juste vous passer mon PowerPoint comme je le fais toujours, comme ça sera plus simple. Propose, voilà. Voyons voir, je vais même mettre le son. Voilà. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? pas encore. Oui, voilà. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, Cecilia Morinari, qui est une mezzo-italienne, dans le rôle donc de Ginevra, Jacqueline Stucker, qui a déjà chanté chez nous. Alors, Stucker, elle était, pour être précis, elle était dans The Exterminating Angel en 2024. Elle était Lucia di Nobile. Luca Titotto, qui est une basse italienne, fait ses débuts à l'Opéra de Paris. Mais il a déjà chanté le rôle du roi d'Écosse, c'est pas la première fois qu'il le chante. L'Orcagno, c'est un ténor, Rupert Charlesworth, qui était célèbre dans The Rex Progress en 2024, l'opéra Britain. de, de, euh, Britain. Stravinsky. De Ah, Stravinsky. Stravinsky, pardon, oui. Voilà, de Stravinsky. Dalinda, Sabine de Vielle, qu'on ne présente plus, la merveilleuse Sabine de Vielle, et Pauline Esso, Christophe Dumaux, contre-ténor, qui était déjà Pauline Esso dans la création de la production en 2023 et qui est fabuleux, qui est tout à fait remarquable. Voilà. Une chose très importante, nous aurons un orchestre baroque, hein, puisque donc Raphaël Pichon dirigera son orchestre Pygmalion. C'est la première fois que Pichon dirige à l'opéra et c'est la première fois qu'il vient avec son orchestre Pygmalion. Donc, voilà, à noter, c'est très important, la présence de l'orchestre Pygmalion et de Raphaël Pichon. Voilà. Que vous dire d'autre? Pas grand-chose. En dehors de cette question sur la distribution, je vérifierai, hein, vraiment, je n'ai pas en tête J'en ai une deuxième sur la, mais j'en ai que deux Oui, chanteurs. C'est la version 2011 euh, avec Joyce Di Donato oui. et Marie-Nicole Lemieux. Donc, qui chantait quoi? Joyce Di Donato, à mon avis, c'était Ariodante et Marie-Nicole Lemieux devait chanter Polinesso. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas parce que d'abord, donc, Lemieux est plus qu'une mezzo, elle a un timbre presque d'alto. Et c'est c'est une très forte personnalité. Je la vois donc bien délirer dans le personnage de Polinesso, qui est très original. Donc je pense que Lemieux chantait le rôle de Polinesso. Voilà. Vérifier, mais à mon avis, c'était le cas. Voilà. Donc là encore, trois femmes, vous avez raison. Bon, voilà, ce sont des choix. On sait très bien que dans l'opéra baroque, on a la possibilité, comme ça, de jouer sur les tessitures quand elles sont proches. Bon, proches. Là, personnages, les castrats, notamment, sont chantés par des mezzos ou parfois même par des altos. Voilà. Et donc là, Pauline Esso, Christophe Dumaux, c'est une haute contre.
Et c'est ça, c'est ça. Contre-ténor, on compte, oui, toujours la frontière. C'est une voix très très aiguë en fait, hein. C'est une voix extrêmement aiguë et qui peut monter haut dans l'aigu et qui est en même temps très expressive, très très expressive. Vraiment en 2000, j'ai revu, je vous disais, la production ce week-end et tout à fait remarquable. Tout à fait remarquable d'éloquence en fait. C'est-à-dire qu'il est noir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Carsen en fait un personnage, une sorte de mauvais garçon. Enfin, de mauvais garçon dans le sens où c'est le seul, par exemple, qui fume et qui boit du whisky. On le voit tout le temps, avec un verre de whisky à la main et avec une cigarette, par exemple. Détail. Ce qui est fascinant aussi, vraiment fascinant, c'est que la façon dont Carsen, ça m'a frappé aussi, et la caméra proche le montre, la façon dont Carsen anime les scènes. C'est-à-dire que euh, même lorsque vous avez affaire à des airs de bravoure ou des airs ou des lamenti ou des airs assez longs, les personnages jamais, ne sont jamais statiques, jamais. Il y a toujours une interaction avec les autres personnages. Il y a toujours une façon chez Carsen de faire entrer également d'autres personnages, de faire entrer des mimes ou des choses comme ça, mais de sorte que, des serveurs par exemple, de sorte que euh, on n'est jamais un vrai statisme, mais qu'il se passe toujours quelque chose au sein de la scène. Ça, c'est très frappant. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure qu'il aménageait le final de l'acte 3. Vous n'aurez pas le divertissement dansé. Il y a un autre très léger aménagement. C'est vraiment très léger. Personne ne s'en apercevra. Moi, je m'en suis aperçu parce que j'ai comparé le livret original et ce qui se passait sur scène. Et je me suis aperçu à un moment qu'à la fin de la scène 1 de l'acte 3, lorsque Dalinda est avec Ariodante, vous avez donc un récitatif entre les deux personnages. Et puis, normalement, la scène se termine par un air d'Ariodante, assez virtuose d'ailleurs, assez long, là pour le coup un air de bravoure. Et parce que tout à coup, il réalise la machination, donc il reprend espoir, donc forcément, hein. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, qui est très important dans le travail sur la tonalité d'Handel, elle est très liée à l'évolution des climats, des atmosphères, puisque je vous ai dit, le premier acte est de jour, le deuxième acte est de nuit, le troisième acte est entre ombre et lumière, et bien le travail tonal exactement épouse ça, c'est-à-dire que le premier acte est en mode majeur qui symbolise justement l'éclat. Le deuxième acte est quasiment tout le temps en mode mineur. Et le troisième acte commence en mode mineur et se termine en mode majeur. Il y a une grande logique tonale aussi dans la façon dont l'intrigue se déroule et passe de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. Non, de la lumière à l'ombre et de l'ombre à la lumière. Voilà. Donc, je reviens à l'adaptation de Carsen, et donc à la fin de la première scène, Ariodante chante un air, et ensuite est censé sortir. Et puis il y a une deuxième scène qui vient se greffer, pas très cohérente, où Dalinda se retrouve toute seule sur scène, et elle interprète également un air assez court. Bon. Et puis ensuite, on passe à la troisième scène. Qu'est-ce que fait Carsen? Qu'est-ce qu'il fait? Il modifie légèrement la logique. C'est-à-dire que la première scène, il y a le récitatif, et puis il va enchaîner avec l'air de Dalinda qu'il va prendre dans la deuxième scène. L'air de Dalinda étant assez court, c'est assez logique de faire se succéder à un récitatif, l'air de Dalinda qui s'apparente presque à un arioso. La première scène se termine. Dalinda sort, et puis ensuite, Ariodante est isolé dans la deuxième scène où il a son air de bravoure. Pourquoi Carsen fait ça? Il fait ça parce que dans toute la scène, la première scène, il y a un dialogue, donc je vous l'ai dit, entre Ariodante et Dalinda, et pendant que Dalinda va chanter son air, il va y avoir un jeu de scène d'Ariodante qui va animer d'une certaine façon l'air de Dalinda. Et donc c'est pour ça qu'il inverse, il vient plaquer l'air de Dalinda à la première scène et ensuite il isole l'air d'Ariodante à la deuxième scène. Voilà. Donc c'est les deux petites, entre la fin de l'acte 3 et ça, c'est deux petits aménagements de Carsen dans une logique qui est une logique dramaturgique, dramatico-musicale. Voilà. Il y a des questions? Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions pour l'instant.
Tout à cause, il est clair que cette mise en scène met bien en lumière la richesse de cette partition, hein, de cette partition extraordinaire, avec ces personnages qui ont à la fois mélange de profondeur, de drame et de légèreté, Mm. hein. Donc c'est une chose particulièrement visible dans dans cet opéra. Je crois qu'effectivement, tout le monde appréciera, enfin, tous les Oui, je vais vous amateurs passer apprécieront. l'extrait. J'ai oublié de passer l'extrait. Je vous passe l'extrait quand même, autant pour moi. Je vous passe l'extrait quand même, pour que vous ayez une idée de cette mise en scène. Voilà. Voilà, magnifique, Scherza Infida, chanté par Émilie. On entend la voix d'Émilie D'Angelo, qui était formidable ariodante il y a 2 ans. Formidable ariodante. Voilà, c'est très beau, hein. C'est Très beau. un passage absolument admirable. Début du deuxième acte, un lamento magnifique. Voilà. J'ai écouté aussi la version de Minkowski et Oui, Anne-Sophie un Fonater, bon qui est auteur. absolument sublime. Oui, tout à fait. Qui est la meilleure version, hein, d'ailleurs, hein, qui est à ce jour sans doute la meilleure version d'Ariodante, hein. De 96, je crois, ou 97, c'était Ouais. dans ces eaux-là. Mais c'était les débuts, enfin, c'est les débuts de Fonater. Oui, En tous les cas en France et en Europe, et les débuts aussi de Minkowski sur ce type d'opéra. oui, oui, tout à Euh, fait. Mais ça reste effectivement tout à fait merveilleux. Oui, je vous oui, il y a une quarantaine, je disais, il y a à peu près une quarantaine de musiciens dans l'orchestre là, de Pichon, Pygmalion, à peu près une quarantaine. Et je regardais d'ailleurs l'instrumentarium, enfin, il a respecté quasiment à la lettre ce qui était prévu à l'origine, en fait, dans l'orchestre d'Handel, hein. On est vraiment dans une grande fidélité, notamment pour le continuo, tout ça. C'est vraiment une grande fidélité. Ouais. Enfin voilà, c'est une œuvre, c'est vraiment une des plus belles œuvres de Handel. Et je le répète, qui doit beaucoup, beaucoup à l'originalité. Ce que j'ai pas dit, c'est que Handel, alors j'ai plus les autres noms, mais Handel en fait a adapté 5 fois Salvio. Il a écrit 5 opéras autour de livrets de Salvio. Et je pense que vraiment la grande réussite d'Ariodante, c'est aussi la source, au départ, l'adaptation faite par Salvio de l'Arioste, incontestablement. Incontestablement. Et il y a d'ailleurs une structuration, quand je parlais justement de la logique, de l'intrigue, où il y a finalement pas d'écueil, enfin on avance comme ça inexorablement, quelque chose, je disais presque d'aristotélicien. C'est la vérité parce qu'il faut savoir que Salvio était un grand admirateur du théâtre français, du théâtre classique français, et qu'il a écrit 21 livrets d'opéra, et sur ces 21 livrets, quasiment la moitié sont des livrets d'après des pièces d'auteurs français comme Corneille ou Racine. Il faut quand même le souligner. Voilà, grand admirateur du théâtre français, du classicisme français, si je puis dire. Voilà. Donc, ça n'est pas un hasard si la structure dramatico-musicale d'Ariodante est aussi claire, j'allais dire, aussi fluide. Il y a de cet ordre, j'allais dire un peu de cet ordre un peu français, de cette rationalité, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, de ce rationalisme à la française, incontestablement. Bon, bah, écoutez, je crois que vous avez donné plus qu'envie d'aller voir cette œuvre dans cette version. Superbe, hein. Carsen, comme toujours,
il est d'une régularité incroyable, incroyable, où il arrive toujours à être lui-même et en même temps à se renouveler d'une certaine façon. L'esthétique carcénienne est reconnaissable entre mille, mais il y a toujours une intelligence de vue, enfin, une compréhension de l'œuvre, une compréhension musicale, un souci aussi du public, parce qu'il y a un souci du public dans cette fluidité, dans cette transparence, cette facilité de lecture en quelque sorte, mais qui n'est pas facilité du travail, c'est juste une facilité de lecture. Et il est toujours difficile de faire simple. Et Carsen n'a pas son pareil pour donner l'illusion que c'est simple, alors que souvent compliqué. Voilà. Non, non, c'est une merveilleuse mise en scène et qui est magnifiquement complémentaire avec Alcina. Formidablement complémentaire. D'ailleurs, je terminerai par ça une dernière chose à laquelle je pense, c'est que les songes à la fin du deuxième acte, le ballet des songes, sera repris par Handel dans Alcina aussi. Dans Alcina, il y a ce ballet des songes aussi. Mhm. Voilà. Et c'est une originalité, il faut savoir une chose, c'est une originalité d'Handel. Car là, Salvio, pour le coup, à la fin du deuxième acte, ça devait pas, et pour cause, se terminer sur un passage dansé, il n'aurait pas imaginé ça, mais normalement, il y avait toute une scène explicative où Dalinda commençait à se rendre compte de la rouerie de Polinesso, de ce qu'était Polinesso, et en gros de lui dire, j'ai plus envie de tremper dans ton complot, quoi. Et c'est d'où la scène, le début de l'acte 3 où Polinesso essaie de supprimer Dalinda parce qu'il a compris qu'elle allait le lâcher. Et Handel supprime cette scène parce qu'il doit faire travailler la troupe de Marie Salé et qu'il veut introduire un divertissement dansé. Et donc il y a ce ballet des songes qui se substitue à cette scène voulue par Salvio. Voilà. Et ce ballet des songes est en fait un écho d'Atis, Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'inspiration de tout à fait d'Atis de Lully. le Exactement. sommeil. Exactement. Tout à fait. Et Sommeil. là, on voit encore l'influence française. Là encore, on voit l'influence française. Incontestablement. Certains, je vous disais, certains observateurs parlent de tragédie lyrique. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès, mais il y a des éléments incontestables de tragédie lyrique dans, dans, euh, dans Ariodante. C'est très clair. On a, Voilà, on on a pouvait dire presque du maintenant. Othello aussi, Non. non? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Non. Bon, bah, écoutez, on a Bénédicte Louny, vous avez donné très envie d'y aller. Effectivement, on a Ouais. très envie d'y aller. Mm. Vous ne serez pas déçus, hein. C'est magnifique, vraiment magnifique. Non, non, mais vraiment, hein. Bah, Très, très beau. connaissant Bruno et ses capacités à nous dire parfois que c'est pas tout à fait aussi magnifique, je pense qu'on va vous croire. Ah oui, 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 oui. Et puis en plus, ça vient de quelqu'un, je dois le reconnaître modestement, qui ne suis pas un amateur éclairé d'opéra baroque. Enfin, le baroque. Comme disait Tézier, je vous avais un jour cité peut-être Tézier, mais je le recite, parce que j'adore Tézier, donc je me cache derrière lui, il m'apporte une caution. Quand on lui avait demandé ce qu'il pensait de l'opéra baroque, il disait on devrait pouvoir faire ce que faisait le public de l'époque, rentrer et sortir quand on veut. Mais bon, ce que disait Tézier. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que parfois la mécanique, mais d'ailleurs qu'on trouve beaucoup chez Métastase finalement, chez l'opéra métastasien, le côté, les faits, le métaphorique, le symbolique, etc., qui va un peu noyer le poisson. Au bout d'un moment, parfois c'est bon. Là, c'est ça qui est génial, c'est le côté que j'adore dans Rio Dante, c'est le côté, voilà, ça va, ça avance. Et ça, c'est formidable. Tout en ayant la passion et tout ce qu'on veut, hein. On prend le temps de la passion, mais ça avance. Rien n'est gratuit. Tout sert l'intrigue, en quelque sorte. Tout sert l'intrigue. Ça, c'est magnifique. Voilà. Parfait. Vous me direz ce que vous en avez pensé, mais je pense Merci. que, voilà, très beau. Mm. Très, très grand merci, Bruno, pour cette présentation très enthousiasmante. Je vous en prie. Merci à vous. Merci encore, Bruno. Merci Ben, merci beaucoup. à vous, et puis donc à très vite pour Aïda. Absolument. Pour Aïda. Merci. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.